Donc, les autoencodeurs, finalement, ils sont pas seulement ils permettent pas seulement, d'ailleurs, il l'a dit aussi Amine, de retrouver une version compressée des données. Ils ont beaucoup d'utilité. Et d'ailleurs, certains chercheurs disent que n'importe quel réseau de neurones, quand on le voit de près, finalement, il ne fait que un petit peu le travail des autoencodeurs. C'est-à-dire, ils cherchent, par exemple, dans une classification, en entrée, nous avons une image avec, ou parfois des vidéos, ou parfois des données de différents types, et on cherche à les classifier. Souvent, en 10 classes, en 2 classes, c'est-à-dire on a un nombre de dimensions, en une dimension réduite. Et le processus qui s'effectue au cours du réseau de neurones, lorsque les données traversent les différentes couches, c'est une sorte à chaque fois, réduire, essayer d'identifier l'information pertinente et jeter le reste, encore se débarrasser du reste. Pour à la fin, qui est un peu l'aboutissement ultime, c'est avoir 10 classes. Donc, c'est une sorte d'abstraction, de représentation de l'information. Et justement, on parle souvent du embedding ou de plongement en français ou de représentation, ce qui veut dire que souvent, dans un phénomène quelconque, nous avons des X, des mesures, et nous avons les variables. Les mesures, c'est ce qu'on mesure. Par exemple, euh, dans un phénomène mécanique, la température ou la pression de point. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu le comportement latent. On peut mesurer la réaction des gens, mais ce qui nous intéresse, c'est l'intelligence des gens. Ou mesurer des choses, mais ce qui nous intéresse, c'est malade ou pas malade. Donc, c'est toujours beaucoup de mesures, mais pour arriver à une décision ou à une classification, mais en dimension très, très réduite. Et qui souvent n'est pas accessible pour la mesure. Donc, le Z, qui est représenté ici dans ce schéma d'autencodeur, le Z, c'est une variable latente, et le X, c'est ce qu'on mesure. Donc, nous, on veut accéder à Z. Et puis, une fois qu'on est Z, on aimerait bien détecter le comportement de la personne. Une fois qu'on sait que supposons que quelqu'un est intelligent, comment il va se comporter? Supposons qu'il est malade, quelles seront les mesures qu'on pourrait obtenir? Donc, les autoencodeurs, ils mettent un peu les deux choses côte à côte. Comment je peux plonger le X pour obtenir une variable latente, c'est-à-dire d'autres coordonnées, et puis, à partir de ces coordonnées, comment je peux retrouver le X' qui est normalement le X, avec une loss fonction. Donc, Amine a déjà présenté ça. Par exemple, je mets un chiffre et j'obtiens un chiffre. Bien sûr, ça ne va pas être exactement le même chiffre 4, parce que j'ai réduit, donc j'ai jeté beaucoup de choses. Parfois, il y a une compression avec perte, donc je ne retrouve pas exactement le même chiffre, la même image, mais j'entraîne l'autocodeur de manière à ce que j'obtienne le meilleur possible, la meilleure représentation du chiffre 4 au niveau de l'espace latent, parce qu'il me donne, lorsque je reconstruis, il me donne la même image. Et donc, comme a montré Amine, donc un autoencodeur, nous avons une couche ici X en bas, et puis il y a une propagation jusqu'à la sortie X' que je compare à la première. Et une autre manière de voir ça, c'est que les données que nous avons, ils sont dans un espace, en général, ils sont dans un espace R à la puissance n avec n très grand, R à la puissance n avec n très grand, mais l'information normalement qu'ils contiennent, que les données contiennent, ils se trouvent souvent dans un espace de dimension très réduite. Par exemple, quand on prend les images, beaucoup d'images avec beaucoup de pixels, mais tous les pixels ne représentent pas le chiffre 4.
peut enlever beaucoup de choses et le concept de chiffre 4 ne nécessite pas tous ces pixels. Donc, ça veut dire que je peux trouver un espace de dimension inférieure qui représente le chiffre 4 ou quelque chose qui est proche de 4. Et c'est ça ce que j'avais dit avant, ce que j'avais nommé plongement ou embedding. Donc, dans une manifold, dans une variété de dimensions inférieures. Et je retrouve ce 4 lorsque je reconstruis donc à partir de Z. Sauf que, bien sûr, ici, le 4, il est sur la variété. Au début, quand je le prends, quand je le mesure, quand je prends l'image, il est à côté de la variété, n'est pas parce qu'il y a en même temps donc une projection sur la variété là, qui normalement, on considère qu'il y a un petit bruit, epsilon. Voilà, donc je passe sous ça. Donc ça s'appelle, souvent on parle de manifold learning, c'est-à-dire on essaie d'apprendre une variété, c'est-à-dire donc une zone dans l'espace RM dans lequel se trouvent tous les nombres, par exemple tous les chiffres de 0 à 10. Ils ne se trouvent pas, ils ne couvrent pas tout le R à la puissance, par exemple 784, mais juste un sous-espace, une variété, une manifold. Amin a montré aussi qu'une fois qu'on a fait l'apprentissage, donc on va construire un espace Z, l'espace latent, et cet espace latent, il peut être représenté comme s'il est représenté par ces points, ces différents points, et nous pouvons voir qu'il y a un certain clustering, une certaine donc, organisation des différents, par exemple, les chiffres 4, le 0, il est là, le 0, il est là, le 1, le 2, ils sont là, etc. Donc, le 7, ils sont un petit peu, les 9. Donc, et on voit que les 9, ils sont un peu proches, mais c'est un petit peu mélangé. Donc, dans un futur webinaire, on présentera éventuellement les variationnels, les autoencodeurs variationnels. Et là, l'objectif serait d'organiser encore plus ces représentations des chiffres, donc dans l'espace latent, de manière à ce que, d'une part, ils remplissent les vides et d'autre part, ils se séparent. Donc, on va maximiser la séparation, comme dans certaines méthodes de clustering. Donc, maximiser les écarts entre les différentes classes et en même temps remplir l'espace. Et pourquoi remplir l'espace? Parce qu'on cherche en même temps à avoir un algorithme qui peut générer les données. Je prends un point et il me donne un chiffre, même si le point n'existait pas avant parmi donc les exemples d'entraînement. Et finalement, les autoencodeurs, ils permettent, donc ça, vous pouvez le retrouver dans les présentations sur le web, ils permettent de retrouver les vraies caractéristiques des données que nous traitons. Par exemple, le sourire, etc., ils donnent des valeurs à la couleur des cheveux, etc. Donc, le type, le genre. Donc, il essaie d'extraire à partir d'une image où il y a beaucoup de pixels des concepts qui caractérisent l'image ou les données d'une manière générale. Mais ils sont utilisés aussi dans d'autres domaines. J'avais déjà parlé de Cindy, etc., dans certains algorithmes qui un peu de physique et de phénomènes physiques, qui essaient de découvrir, par exemple, le comportement de phénomènes physiques. Et là, nous avons, par exemple, ici, nous avons un fluide qui s'écoule et nous voulons extraire l'équation, c'est-à-dire l'équation qui définit la dynamique, la loi de comportement de ce fluide. Et ça se fait à l'aide de certains types spéciaux d'auto-encodeurs. Pourquoi? Parce que normalement, le fluide, il bouge ici, d'accord, une rivière par exemple, donc un fluide, il possède une dynamique, je lui applique un encodage et je dois retrouver la même dynamique. À l'aide, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ce que
qu'on a montré aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer vers où on peut aller avec les autoencodeurs. Parce que là, on met ce qu'on veut dans la dynamique. On met une loi en utilisant des coordonnées beaucoup plus intéressantes. Donc, je mets ici les données que j'ai mesurées, par exemple, qui montrent un peu comment l'eau bouge. Et je les remets ici. Et je vais faire entraîner l'autoencodeur pour qu'il apprend un peu cette dynamique. Et ça, c'est très général. On peut l'utiliser dans beaucoup de domaines. Et puis, pour générer aussi, vous avez déjà vu peut-être ces exemples, on peut générer des données qu'on n'avait pas avant. Je reviens à ça. Donc, nous avons les données ici en entrée les X et l'autoencodeur va s'entraîner en essayant de retrouver ces X. Donc, il sort X' et moi, je l'oblige. On lui impose une loss function qui est X' moins X, X' moins X, donc au carré, la norme. X', bien sûr, c'est la sortie du réseau, c'est-à-dire c'est F indice θ, θ sont les paramètres du décodeur, de G de phi sont les paramètres de l'encodeur, donc de X doit être égal à X. Donc, je vais vous montrer le code complet, mais je commence par dire que on va utiliser PyTorch et que pour ça, on a besoin d'un certain nombre de packages, de modules aussi, que nous importons. Et puis, nous définissons des paramètres pour le réseau, des paramètres un peu standards chez learning, dans le deep learning. Par exemple, la dimension latente ici, lui, qui est spécifique aux autoencodeurs, définit le nombre ici, j'ai mis 3, mais là, on va prendre 10. Et puis, le numéro d'époque, j'ai mis 10, mais normalement, pour faire du bon travail, on doit souvent définir plusieurs époques, plus que 10. Batch size, j'ai mis 128. Donc, pour la convolution 64, mais je ne vais pas commencer par l'utiliser dans le premier exemple, dans le premier cas. Et puis, learning rate, c'est 17 puissance moins 3. OK, on peut utiliser GPU. Et donc, le taux, learning rate, c'est un peu la vitesse lorsqu'on va mettre à jour les poids, quel est le coefficient que nous allons mettre pour la descente du gradient. Puis, le code que nous allons présenter, c'est celui de l'encodeur et du décodeur. Donc, il y a cette partie, d'accord, qui est là, qui est définie ici, à l'aide de PyTorch. C'est tout simplement le nombre de couches et les fonctions d'activation qui sont là. Bien sûr, je définis une classe autoencodeur qui est composée des deux. Dans d'autres exemples, je vais vous montrer rapidement après, on peut définir une classe autoencodeur et puis une autre classe décodeur. Mais là, on a mis le tout ensemble. Bien sûr, là, on va prendre un exemple, comme a dit Amine, de MNIST, c'est-à-dire des images 28 x 28 pixels, monochrome, donc il n'y a pas de couleur. Et nous allons donc entraîner l'autoencodeur. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas habitué avec PyTorch, je peux expliquer plus. Mais ici, on va utiliser des couches. Lorsqu'on met linéaire, c'est-à-dire que c'est des couches fully connected linéaires, il n'y a pas par exemple, ce n'est pas un réseau de convolution, ce n'est pas les STEM, ce n'est pas des RNN, donc c'est une couche standard. Et puis, la relue, c'est la fonction d'activation. Dans la première couche, on prend les données, 28 x 28, et on va les transformer en 28, donc on va réduire la dimension. Ici, nous avons 28 x 28, c'est-à-dire 784, et la deuxième couche, et on va les envoyer vers une couche
avec seulement 128 éléments, entrées, neurones. Et puis, on leur applique une fonction d'activation, la relue, et puis de 128, on réduit encore jusqu'à 64, etc., jusqu'à obtenir, par exemple, 3. D'accord? Parce que là, on a forcé, on est allé vraiment comme ici, on est allé à 3. C'est pas ce que j'ai dit avant dans la diapositive avant, parce que, comme j'ai dit, je vais vous montrer deux exemples. Deux cas. Pardon, M. Jawed. Oui, Oussada. Alors, juste une question, c'est-à-dire à propos du choix de ces valeurs. C'est-à-dire, je vois ici l'entrée, c'est 28 fois 28. Après, donc, c'est pour la première couche, je pense. La couche d'entrée. La Après, couche donc, d'entrée. on va réduire à 128. Ensuite, Oui. à 64, après 12, puis 3. Alors, comment on va choisir ces valeurs? C'est-à-dire dans cet ordre-là. Il y a pas, le problème. C'est une utilisation arbitraire ou bien, oui. C'est une utilisation, pas tout à fait arbitraire, mais il n'y a pas une règle générale. Là, on veut réduire. S'il s'agissait, en général, les images, on fait un petit peu comme ça. On divise par 2, oui, à peu près. Donc, 128, 64, et puis on réduit jusqu'à 12 pour aller vite vers la fin. Mais il n'y a pas de règle. Oui. L'objectif de l'auto-encodeur, c'est-à-dire dans cette première phase, c'est de réduire le nombre de caractéristiques. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça commence, je ne sais pas, la dimension. Après, on va réduire, c'est-à-dire ça commence à 128 et réduire à 3. Exactement. Donc, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. On tâtonne un petit peu. Ouais, on tâtonne un petit peu. Oui, cette 3 dimensions, c'est-à-dire à 3 dimensions. Donc, nous avons 3 caractéristiques. Et exactement. Les plus peuvent, oui. Bien sûr. Mais ce n'est pas seulement une réduction des caractéristiques, mais c'est aussi une transformation de la nature de ces caractéristiques. C'est une représentation. On parle souvent de représentation. C'est-à-dire, on passe des données vers les concepts. C'est pour ça, avant, j'ai dit, normalement, si on lui donne beaucoup d'images, lui, il va extraire c'est quoi sourire, c'est quoi avoir les cheveux noirs, c'est quoi crier, etc. Et il jette tout le reste. D'accord. Donc, mais il y a aussi, dans d'autres situations, on n'aura pas ça. Comme j'ai dit, les autoencodeurs, ils sont très intéressants. Pourquoi? Pas pour ça, pas pour seulement ça, mais aussi pour d'autres phénomènes. Comme j'ai dit, on peut extraire des lois, on peut les utiliser en ingénierie. C'est devenu très... Et dans le clustering, il y a ce qu'on appelle les dynamiques autoencodeurs qui sont utilisés voilà, dans les dynamiques, dans tout ce qui est dynamique, pour extraire un peu l'évolution de certains phénomènes. Mais aussi, il y a des autoencodeurs qui font du clustering. Mais on bricole un petit peu, on bricole, donc c'est pas... Ça, c'est juste pour les introduire. D'accord. Et il n'y a pas de règle pour réduire. D'ailleurs, on aurait pu mettre, au lieu de 3, vers la fin, on met un peu plus, 10. Et après, on fait un peu les choses dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens. Et on utilise une sigmoïde vers la fin, dans notre cas, ici, parce que les entrées sont déjà normalisées, sont compris entre 0 et 1. Et les données en entrée, les images, ils ont été déjà un petit peu adaptées. Si on avait autre chose, parce qu'on donne X et on doit obtenir X', le format d'expression de X, on doit l'appliquer aussi à X'. D'accord. Nous avons des données, mais comment ils sont présentés? Donc, c'est pour cela la fonction sigmoïde. Voilà. Là, c'est une fonction sigmoïde. Dans un autre contexte, il faut utiliser autre chose. D'accord. Merci. Et puis, après, bien sûr, on définit la forward, la propagation. Il va enclencher. Donc, il va prendre le X, il va lui appliquer, il va l'encoder, donc il va appliquer l'encodeur, et après, il va le décoder. Est-ce qu'il va retourner cette fonction? Il va retourner le décodeur. Donc, il va retourner X'. Donc là, on définit un peu ce qui doit se passer. Et là,
on définit la fonction qu'il utilise. Je vais partager maintenant le code, le vrai code. Donc, ce n'est pas celui que je vous ai montré, mais il lui ressemble beaucoup, parce que je veux exécuter ça sur Colab, Google Colab. C'est plus rapide, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, on importe bien sûr les librairies. C'est sous PyTorch, on aurait pu le présenter sous TensorFlow ou Keras, pareil. Là, nous avons donc, c'est le même problème ici, c'est le même exemple, mais là, ils ont pris comme dimension un peu de l'espace latent, de Z. Le numéro d'époque, j'ai mis 10, mais normalement, 10, il faut mettre plus, et c'est pour aller vite. Batch size, c'est 128, c'est-à-dire combien d'exemples à la fois on va passer, ça le batch size. Là, c'est la profondeur donc, dans la convolution. Là, c'est le learning rate, donc la vitesse d'apprentissage, le taux d'apprentissage, et le fait qu'on va utiliser le GPU. Là, on importe Vision Transforms qui va nous permettre de transformer les données, par exemple les images, le format des images, les rendre sous forme vectorielle, tenseur, au lieu d'images matricielles. Et puis, aussi qu'on va utiliser pour définir comment les données vont être téléchargées par l'algorithme utilisé, etc. Définir les itérations. Et on va prendre bien sûr MNIST qui est accessible à partir de PyTorch et de ses librairies. Et on définit comment on va transformer l'image vers des tenseurs, parce que PyTorch utilise les tenseurs. Et là, on va donc importer les images, s'ils ne sont pas déjà sur l'ordinateur, sur le PC. Et puis, après, la partie qui nous intéresse, elle est là. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? On définit, là, c'est un petit peu différent de ce que j'ai montré avant. C'est un choix. Là, on va définir une classe encodeur et une classe décodeur. Avant, dans l'autre exemple, on a défini une seule classe auto-encodeur qui contient les deux parties. Et on a le choix d'utiliser ça. Et ici, on utilise donc un réseau convolutif. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes habitué, mais l'essentiel, c'est d'utiliser des filtres pour donc là aussi parcourir toute l'image, chaque image avec un certain nombre de choix, c'est-à-dire la taille, et puis est-ce que j'utilise des zéros autour de l'image pour prendre aussi les extrémités, c'est-à-dire les pixels qui sont autour vers la frontière, le bord, sur le bord, et puis comment je passe donc comment je déplace le filtre sur l'image. Donc voilà, je prends un réseau convolutif, une première convolution, une deuxième, et puis une dernière. Et la dernière, il est fully connected, c'est-à-dire je vais donc passer au décodeur donc vers Z, vers l'espace latent, donc un vecteur. Et puis, bien sûr, la forward propagation, donc la relue. Donc là, on exécute comme avant, on exécute un peu ce qu'on a défini ici, les opérations qu'on a définies ici, le processus. Le décodeur, c'est un peu la même chose, mais symétrique. Et l'auto-encodeur, il est composé des deux. L'auto-encodeur, c'est quoi? C'est tout simplement, bien sûr, on initialise. Après, j'utilise l'encodeur et puis j'utilise le décodeur. Donc, c'est une troisième classe. La classe encodeur, décodeur, et puis la classe auto-encodeur qui combine les deux. Et elle aussi, elle a son donc, forward, ce qui définit un peu la propagation. Elle est simple, elle va être simple. Elle va prendre X, elle va lui appliquer l'auto-encodeur. Quand je mets self auto-encodeur,
Donc, il va générer l'espace latent. L'espace latent, je le passe au décodeur et il va me donner le X reconstruit. Après, donc, je l'exécute et bon, j'utilise soit le CPU, soit le GPU. Donc là, c'est juste le nombre de paramètres du système que l'on peut obtenir, combien on a de poids, et puis je passe à l'optimisation, donc à l'entraînement, training. Et là, je parcours toutes les époques. On avait défini 10 époques, et pour chaque époque, dans chaque époque, je parcours tous les exemples, j'applique l'autocodeur, j'optimise, et je sors voilà, je l'ai exécuté il y a un moment, je sors à chaque époque, il va me dire quelle est l'erreur de reconstruction. Bien sûr, ça va diminuer avec le temps jusqu'à 50, parce qu'avant, j'avais utilisé 50 époques. Voilà, donc, et on peut voir, par exemple, voilà, je descends, on voit ici, mais avec 50 itérations, avec 50 époques, on voit ici les images et les images reconstruites. D'accord? Et vous voyez que ce n'est pas très loin. Les images ne sont pas très loin. Après, on peut aussi imaginer d'autres choses. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un élément de l'espace Z et je lui dis, vous me donnez le chiffre qui lui correspond. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'on peut utiliser les autoencodeurs pour générer, comme des modèles génératifs. Comme j'ai construit Z, donc un espace latent, je prends des valeurs qui n'ont pas été apprises dans l'entraînement. Je mets des valeurs et j'utilise le décodeur. Ici, on va utiliser le décodeur pour voir est-ce qu'il va générer un nombre, un chiffre à partir de données que je place, que je donne d'une manière aléatoire, mais qui sont dans Z, dans l'espace Z. Malheureusement, ce n'est pas toujours intéressant. Pourquoi? Pour les raisons que j'avais dit au début, c'est que dans l'espace Z, nous avons des espaces vides, nous avons parfois un chevauchement entre les chiffres. D'accord? Donc voilà, je termine par ça et bien sûr, si vous avez des questions, on peut aller un peu plus dans les détails. Je vous remercie.